Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est que le pana en partant des bases et en allant jusqu'à un petit peu plus loin. Si tu regardes cette vidéo, c'est soit on t'a déjà posé la question 1000 fois, soit que c'est toi qui te poses la question. Et donc je vais y répondre. Pour commencer, le pana c'est un sport non reconnu qui oppose deux joueurs. On tire un petit peu nos origines du football puisqu'on joue au pied. Et donc pendant 3 minutes, ces deux joueurs vont s'affronter dans une cage qui est la plupart du temps octogonale et qui contient un but de chaque côté. Il y a deux manières de gagner. La première, c'est marquer le plus de buts en 3 minutes. Un petit peu comme au football, le joueur qui marque le plus de buts remporte le match. Sauf qu'il y a une deuxième manière de gagner, c'est de mettre un petit pont à son adversaire qu'on appelle un pana. On dit le pana pour le sport, un pana pour le petit pont. Pour ceux qui ne sont pas forcément issus du milieu du football, un petit pont c'est quand on fait passer le ballon entre les jambes de son adversaire. Et en l'occurrence dans le pana, il faut en plus de ça que le petit pont soit intentionnel, c'est-à-dire que ce soit vraiment fait exprès. Lorsqu'on met un pana à son adversaire, on gagne instantanément par KO, c'est-à-dire que le match s'arrête directement et que c'est fini. Et symboliquement sur la feuille de match, le joueur qui est à l'origine du pana gagne 99-0. C'est pour garder un chiffre quand même sur la feuille de match, même si le pana ne vaut pas 99 points en soi, c'est juste un KO. C'est pas le sujet de la vidéo de parler des origines du pana, mais c'est vrai que pour contextualiser, ça peut être intéressant de savoir que c'est un sport qui n'a qu'une vingtaine d'années, qui tire ses origines de la communauté du Suriname aux Pays-Bas et qui est arrivé un petit peu en même temps que ces nouvelles formes de football, notamment le 3 contre 3 et le freestyle football, même si on sépare un petit peu quand même le street football du freestyle à l'heure actuelle. Pour revenir sur les règles, il y a pas mal d'autres petites règles un petit peu particulières qu'on peut retrouver, notamment l'interdiction de s'accrocher à la bordure de la cage, cette début de match que vous voyez avec les deux joueurs dos à dos avec le ballon au milieu, et l'interdiction aussi de tourner le dos à son adversaire dans le but de gagner du temps. C'est juste une question d'anti-jeu évidemment. Je rajouterai que le pana reste un sport limité en contact comparé au football. Il n'y a pas de tacle, les coups d'épaule sont interdits. Cependant, il y a quand même quelques contacts pendant le match puisqu'on a deux joueurs pour un ballon qui doivent se battre pour gagner forcément. L'idée là-dessus, c'est qu'on reste quand même sur le principe du football que quand on joue le ballon, c'est bon, et à partir du moment où on ne joue plus le ballon, c'est faute. Quand je vous disais que le pana, c'est un sport non reconnu, c'est-à-dire que l'ANS, l'Agence nationale du sport, ou le ministère des Sports, ne reconnaît pas le pana comme un sport. Il y a plusieurs raisons à cela. La première et la plus évidente, c'est qu'aujourd'hui le pana c'est environ 30 pratiquants en France, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à officialiser pour 30 personnes. Comme pour n'importe quel sport, je veux dire, on n'officialise pas un sport avec 30 pratiquants. Mais il y a quand même des compétitions en France qui s'organisent grâce à la vie associative qui est générée avec ces 30 pratiquants. En fait, en France, historiquement, le freestyle et le pana sont très liés, et le freestyle c'est quand même beaucoup plus. Je crois qu'on parlait de 600 pratiquants il y a quelques années avant le Covid. Et historiquement, quand il y avait des compétitions de freestyle, notamment les championnats de France, il y avait le pana aussi. Sauf que depuis la pandémie, le freestyle est resté, le pana un peu moins. Il y a une sorte de désintérêt qui se crée, je pense notamment à cause du manque d'événements, puisque les événements attirent les influenceurs qui vont faire des vidéos et communiquer dessus, et qui ont, ces influenceurs, incité beaucoup d'entre nous à commencer à se lancer dans ce sport. Tout ce qui est événementiel a pris très très cher. Et forcément ça s'est ressenti. Néanmoins, voilà, il reste encore quelques compétitions de temps en temps. C'est vrai qu'en 2022 il n'y en a pas eu. En 2023 il devrait y en avoir. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Une autre chose qui nous lie avec le freestyle, c'est les valeurs. On a des valeurs très similaires au freestyle. On est une communauté assez soudée sur le papier, mais surtout il y a beaucoup de respect entre les joueurs, c'est le plus important. Un respect pour ce que les uns et les autres font, qu'on retrouve pas forcément dans le football, puisque on est un sport où on utilise principalement nos pieds. Et si vous voulez, dans le football, les gens qui font des techniques et tout, souvent ils sont vus un peu en mode les gars qui se la racontent. C'est des gris-gris, tout ça. Je pense que si vous faites un peu de pana, vous avez déjà entendu ces phrases. Et justement, dans le pana, vu que la technique de toute façon fait partie du sport, on ne peut pas sans dribble être en 1 contre 1 et dribbler son adversaire, c'est pas possible. Donc vu que ça fait partie du sport, il y a un respect immense entre les joueurs. Il n'y a pas de souci avec ça comme il peut y avoir dans le football. Et plus encore, puisqu'on est arrivé à développer notre technique à un niveau plutôt exceptionnel, il y a un vrai respect pour ce que les gens font, ce que les gens créent, puisque en une vingtaine d'années, vous imaginez bien que
Aujourd'hui encore, tous les jours, il y a de nouveaux gestes qui se créent. Pour finir sur les Français, avant de passer à l'international, on a en France quand même malgré tout quelques très bons joueurs. Alors on a Anas Boukami qui est pour moi le meilleur joueur français de l'histoire, qui représente la France tous les ans sur des compétitions internationales et qui fait des gros résultats quasiment tous les ans. Mais il y a quand même quelques autres têtes qui commencent à émerger sur la scène internationale. Je pense à Steven qui a fait 3e à Prague l'année dernière, à Flo qui commence à faire des compétitions internationales, à moi-même aussi qui commence à me lancer dans ce bain-là. Mais surtout, ça laisse quand même entrevoir des petits espoirs de bon positionnement pour la France à l'international dans ce sport. Je vous ai cité Prague parce qu'à l'international, il y a 3 grosses compétitions dans le Pana. Il y a le Super Bowl qui se déroule à Prague tous les ans. C'est une compétition de freestyle à la base, mais il y a du Pana aussi. La plupart des gens viennent pour le freestyle, mais il y a quand même une compétition de Pana, même si ça reste la compétition de Pana internationale la moins cotée. Ensuite, on a 2 autres compétitions que je classerai au même niveau en termes de niveau de difficulté entre guillemets. On a Pana House au Danemark tous les ans à Copenhague, organisé par le groupe Pana House, qui est un groupe de joueurs de Pana et qui a réussi à démocratiser la chose un peu au Danemark et surtout à Copenhague en initiant des jeunes qui sont aujourd'hui parmi les meilleurs au monde. Et enfin, on a Pana Knockout à Rotterdam aux Pays-Bas et c'est un format de compétition un peu particulier. On a une première compétition ouverte à tout le monde et on a une deuxième compétition où Pana Knockout va inviter 15 joueurs qui sont sur le papier les meilleurs joueurs au monde et va prendre le gagnant de la compétition ouverte à tous pour faire un tournoi à 16 où les règles sont un peu différentes de celles que je vous ai énoncées en début de vidéo. On a des juges qui vont donner des points en plus pour les joueurs qui sont efficaces face à leur adversaire, qui font preuve d'une grande technique, pour ceux qui défendent bien aussi, parce que c'est une notion importante dans le Pana. À l'exception de ce tournoi à 16 un peu plus fermé, toutes les compétitions de Pana sont ouvertes à n'importe qui, c'est-à-dire que vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez participer aussi. Ça fait partie des choses qui rendent un peu ce sport cool, c'est que finalement les gens qu'on regarde derrière notre téléphone sur les réseaux sociaux qu'on trouve incroyables, on peut les retrouver en compétition sans souci, c'est ouvert à tout le monde, donc c'est une bonne chose, mais c'est aussi la conséquence du faible nombre de pratiquants de cette discipline. Donc pour résumer, le Pana c'est un sport tout nouveau qui peut avoir un avenir si les réseaux sociaux continuent à démocratiser la chose. Malgré la non-officialité, c'est pas français mais je dis quand même, du sport, on a des compétitions quand même, une vie associative qui se développe. Dans d'autres vidéos, j'aborderai des notions spécifiques au Pana, comme par exemple la Pananoia, où je pourrais vous parler du ground aussi. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur le Pana. Et n'hésitez pas si vous en avez d'autres en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je termine là-dessus et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est nul.